je me présente, je suis Sabrina Héroux, je suis étudiante candidate au doctorat en éducation à l'UQAM, de même que chargée de cours à l'Université de Montréal, à l'UQTR. Et puis, je me posais la question suivante. Donc, dans l'enseignement de la didactique des mathématiques en formation initiale à distance qu'on a fait depuis la dernière année, qu'est-ce que je vais conserver de numérique lors du retour en présentiel? Donc, comme vous, la problématique est partie du 13 mars 2020, où on avait appris la fermeture des écoles, des enseignements supérieurs et où on a repris à distance 2 semaines plus tard et on est resté à distance tout ce temps-là, même encore aujourd'hui. Et puis, on commence à nous parler depuis une semaine qu'on va retourner en présentiel. Je dois avouer que cette fois-ci, j'y crois plus que l'année dernière avec le vaccin qui avance bien. Donc, qu'est-ce que je vais garder de ces choses-là? Cette réflexion-là, elle s'inscrit dans quelque chose d'un petit peu plus gros que la problématique de la COVID actuellement, c'est-à-dire que lorsqu'on est tombé à distance l'année dernière, j'ai profité de l'été pour m'inscrire au programme court de 3e cycle en pédagogie, universitaire et environnement numérique d'apprentissage. Donc, j'ai décidé d'aller me former pour que ma transition vers à distance soit un petit peu plus facile. Et avec tout ça, bien, je me dis qu'il y a sûrement certains éléments que j'ai appris dans mon année à distance qui pourraient, dans le fond, être conservés, puisqu'il y a eu beaucoup d'heures qui ont été passées à trouver des vidéos, préparer différentes choses. Bref, je vais vous les présenter. Donc, je vais commencer par présenter, donc, dans l'ordre de la communication, 10 éléments numériques que j'ai utilisés et la façon dont je les ai utilisés. Puis, dans un deuxième temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais conserver ou qu'est-ce qui m'apparaît pour l'instant être à conserver. C'est vraiment de l'ordre de l'hypothèse puis de l'ordre de la discussion, mais c'est de voir un petit peu qu'est-ce que je vais pouvoir garder pour l'automne 2021. Donc, ce qui est particulier puis que je veux quand même présenter d'entrée de jeu, c'est la structure de mes cours à distance. Un choix que j'ai fait, c'est de faire de la classe inversée. Ce choix s'est apparu quand même assez rapidement. Je me base un peu sur la définition de Marcel Lebrun qui dit qu'on peut faire les leçons à la maison et les devoirs en classe. Donc, pour moi, il est important que mes étudiants travaillent à la maison. C'est sûr qu'on était complètement à distance, donc oui, à la maison. Il y avait une portion de travail qui se faisait de façon asynchrone à la maison. Et ensuite, les devoirs en classe, ou du moins pendant les Zooms, c'était plutôt des activités où ils étaient actifs, on avait des interactions et on pouvait parler. Donc, je ne voulais pas nécessairement recopier une présentation plus magistrale avec des Zooms. Donc, c'est le choix que j'ai fait d'entrée de jeu. Ce qui a fait en sorte que j'ai dû travailler beaucoup l'environnement numérique d'apprentissage. Tout dépendamment de l'université dans laquelle vous êtes, là, il y a la plateforme Moodle, Studium, j'ai regardé un petit peu les autres plateformes, mais cette plateforme-là, le site web de mon cours a considérablement changé lorsqu'on est arrivé à distance. Pourquoi? Parce que c'était plus juste pour déposer des documents, mais également pour interagir avec les étudiants. Donc, il fallait que les consignes des travaux soient très claires, les façons de se repérer au niveau de l'organisation, la création de dossiers, par exemple, ou la chronologie. Donc, déjà là, l'environnement numérique d'apprentissage s'est considérablement bonifié avec le temps. Par exemple, tout dépendamment également de la plateforme que vous utilisez. Moi, j'utilise un système de crochet là, où ils peuvent noter leur progression. Donc, s'ils ont fait une activité, il y a des rappels de date automatiques. Donc, de ce côté-là, l'environnement numérique d'apprentissage est devenu pas juste accessoire, mais vraiment le cœur dans mon enseignement en formation initiale. Et ensuite, donc la deuxième chose que j'ai beaucoup utilisée, c'est des capsules vidéo. Les capsules vidéo, pourquoi? Parce que c'était facile d'accès et il y en avait qu'on pouvait trouver. Je m'en suis servi comme déclencheur, par exemple. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y a une vidéo qui circule sur YouTube où on apprend à compter jusqu'à 100 en français avec un chauffeur de taxi new-yorkais.
plutôt drôle, mais très intéressant comme déclencheur pour faire réaliser, par exemple, à mes étudiants en formation initiale dans un cours d'arithmétique qu'il y a certaines complexités de notre comptine en français qu'ils n'avaient plus nécessairement pris conscience. Donc, et de faire la comparaison avec l'anglais. Surtout que j'enseigne à des enseignants. Je suis aussi à Montréal, donc il y a des enseignants qui vont travailler avec des élèves allophones, donc comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont de la difficulté avec la comptine. Donc, très intéressant comme déclencheur. Je m'en suis servie aussi d'amorce, donc je leur ai fait la lecture d'un livre, Le défilé de la reine, où on doit défiler devant la reine. Il y a 25 coccinelles coléoptères qui doivent défiler devant la reine. Et la reine est toujours déçue du défilé puisqu'il y a quelqu'un qui est tout seul, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les coléoptères réalisent que s'ils se placent en carré, donc de 5 par 5, vu qu'ils sont 25 coléoptères, bien là, la reine va être contente. Donc, un amorce pour commencer à parler de nombres carrés, par exemple, ou de nombres triangulaires. Donc, c'est des choses qui sont quand même intéressantes. Des capsules vidéo aussi qui permettent de faire des rappels sur des connaissances antérieures. Je vous ai mis donc la capture d'écran de l'addition de fractions d'AlloProf, mais ça arrive, par exemple, dans certains cours que les étudiants ne se rappellent plus comment additionner des fractions. Donc, c'est l'occasion de pouvoir, à l'intérieur d'une activité, d'une leçon, de leur demander d'aller la réécouter avant de commencer à aborder les concepts un petit peu plus didactiques. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait. Et j'ai même fait la présentation de concepts didactiques. Par exemple, l'effet topaz. On en parlait, mais un petit peu plus à l'oral. Bien, avec la pandémie, j'ai fait l'effort de trouver l'extrait de la pièce de Marcel Pagnol où Topaz fait la dictée, et puis on voit l'effet topaz. Donc, d'essayer de remplacer quelque chose que je faisais peut-être dans un petit peu plus un jeu de rôle, une présentation. Puis là, c'est très intéressant. Des capsules vidéo, j'en ai aussi fait. Hein? Donc, c'est ce qui vient avec le numérique. J'ai présenté, par exemple, le concept de structure additive. Donc là, c'est un PowerPoint narré que j'ai eu à préparer pour parfois alléger les lectures. Ou même, j'ai préparé aussi des vidéos pour présenter un processus, celui du changement de base. Donc, comment est-ce qu'on passe d'une base quelconque à la base 10? Donc, ça permet aux étudiants de pouvoir la réécouter. Ce qui est intéressant avec les capsules vidéo, c'est que surtout celles où on était rendu plus dans les concepts, bien, je suis capable de regarder le nombre de visionnements qui, ma foi, dépasse le nombre d'étudiants. Donc, je sais que certains me disent qu'ils y sont retournés à plusieurs reprises vraiment pour pouvoir y arriver. Et c'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire nécessairement en présentiel quand on parle d'une technique un petit peu particulière comme le changement de base. Ensuite, un autre élément numérique que j'ai ajouté, c'est des lectures. Il y avait quelques lectures que je donnais comme ça, de façon numérisée, mais peut-être pas aussi assidues ou sur lesquelles j'allais vraiment revenir. Donc, j'ai eu l'opportunité d'ajouter quelques articles professionnels. D'ailleurs, on parle de formation continue dans le cadre un petit peu plus large de ce colloque. Il est important pour moi de leur présenter des sources d'informations où ils pourraient continuer de lire sur la didactique des mathématiques. Donc, entre autres avec la revue de la KEP ou celle du bulletin AMQ. Bon, certains articles scientifiques qu'on utilisait déjà dans les cours, mais également des chapitres de livres. Donc, je ne pensais pas nécessairement à numériser un chapitre de livre pour le cours, mais là, dans ce cas-ci, la journée où j'ai voulu parler du concept du nombre, j'ai fait lire le chapitre, par exemple, du livre de Diane Biron sur le concept du nombre, et après ça, on a pu faire des activités. Donc, il y avait un travail qui était fait vraiment préalablement. Donc, ces lectures-là. Ensuite, autre élément du numérique, c'est certaines activités individuelles qui étaient faites à la maison par les étudiants, qui n'étaient pas donc de visionner une vidéo ou de faire une lecture, mais bien quelque chose d'un petit peu plus structuré. J'emploie le terme activité puisque c'est ce que la plateforme Moodle utilise, là, mais en reprenant leur logo, là, mais des enquêtes ou des sondages. Donc, après une lecture, par exemple, je posais quelques questions, puis là, je regardais, ça semblait quoi être la compréhension. Comme ça, dans ma rencontre synchrone, bien, je pouvais revenir dessus en voyant les réponses que les étudiants avaient données lors d'un sondage. J'ai fait des tests, donc un petit peu plus sur la forme de questions à choix multiples ou vrai ou faux,
pour qu'ils puissent vérifier leur compréhension. À l'occasion, j'ai déposé carrément un fichier, par exemple, un document PDF où je leur demandais de faire des exercices avec, par exemple, un système de numération ancien, puis je fournissais un corrigé. Donc, j'ai repris certaines choses que j'avais. Et puis, j'ai intégré beaucoup le forum de discussion, donc quelque chose qu'on n'avait pas avant, mais où on peut demander aux étudiants de partager des informations, on peut donner une question de réflexion et leur demander d'interagir. Donc, quelqu'un répond, une autre personne commente, etc. Ce ne sont pas des activités que je faisais quand on était en présentiel. Donc, pour moi, c'est d'aller ajouter ces éléments numériques-là. Donc, c'est ce qui résume pas mal à la première portion, donc asynchrone, donc de mon cours en classe inversée. Et ce qui était particulier, c'est que c'est ça, ma portion plus synchrone, donc on avait à toutes les semaines, oui, de façon hebdomadaire, mais court. Donc, j'étais là toutes les semaines à l'heure du cours pendant environ 60 à 90 minutes. Donc, ce n'était pas le 3 heures au complet, mais c'était quelque chose qui était qu'on pourrait appeler là, de l'apprentissage actif. D'ailleurs, je vous ai mis le lien s'il y en a qui sont intéressés puis qui cherchent des activités qu'on peut faire. C'est à la fois en Zoom ou Zoom, Teams, etc., ou même en classe. Donc, la police de Montréal a plusieurs vignettes d'activités qui peuvent être faites. Puis, vous pouvez choisir selon la taille de votre groupe, la durée, si vous voulez que ce soit exclusivement en ligne ou pas. Donc, ça l'a aidé à faire un choix. Mais par exemple, j'ai décidé de faire une carte conceptuelle. Donc, une fois qu'ils avaient lu et visionné, par exemple, une vidéo, en classe, on travaillait la carte conceptuelle au lieu de la demander en devoir à la maison. Et là, on pouvait avoir des échanges, des discussions. Je leur ai fait faire de courts exposés par les pairs. C'est sûr que ce n'est pas facile, mais par exemple, présenter un système de numération ancien. Qu'est-ce qu'ils avaient appris? Donc, souvent, c'est un déclencheur de ma rencontre compte. Qu'est-ce que vous avez appris dans vos lectures? Quelles étaient vos questions? Parfois, ils m'envoyaient des questions à l'avance. J'aimerais que tu répondes à telle question ou cette chose-là m'apparaissait. Donc, on se faisait une toile de questions. Il y a des éléments qui revenaient. Mais c'était beaucoup en interaction entre eux et moi. Parfois, j'avais quelques activités aussi prévues, donc une minute de réflexion où je leur présentais quelque chose. Quand j'ai discuté, par exemple, des priorités des opérations, j'aime bien regarder un peu ce qu'on voit là, sur Facebook, là, ces petites photos où il y a plusieurs, par exemple, on voit des cafés, après ça, on voit des beignes, puis là, on essaie de trouver la bonne réponse, puis là, on se rend compte sur les fils de commentaires qu'il y a beaucoup, beaucoup de réponses différentes. Bien, comment se fait-il? Il y a souvent des gens qui ne respectent pas la priorité des opérations, donc on va faire une réflexion par la suite. À l'occasion des quiz en ligne, donc j'utilisais l'option, le bouton sondage là, de mon cours. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire, qui sont assez intéressantes. Et des démonstrations, parce que c'est sûr, ça peut être intéressant. On parle, par exemple, en fraction d'utiliser les réglettes cuisinaires ou les mosaïques fractionnaires, mais qu'en est-il vraiment pour le faire? Okay. Donc, Zoom, c'était un élément du numérique que j'ai utilisé. J'étais plus à l'aise avec la plateforme Zoom et c'était beaucoup plus stable avec des groupes de 60 et quelques étudiants qu'avec Teams. Mais je vous dirais que au temps où le retour en présentiel m'amènerait à abandonner, par exemple, cet élément numérique-là, je vais, dans la mesure du possible, le garder au cas où il y a une tempête de neige. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation-là, mais on essaie de se rendre à l'école, à l'université, il manque la moitié des classes. Bien, si on sait qu'il y a une tempête de neige, bien, peut-être que ça pourrait être une occasion de prévoir un Zoom à l'avance quand on le sait un petit peu, puis éviter toute cette cohue-là. Donc, c'est des situations comme celle-là. Puis, le Zoom pourrait être intéressant aussi lorsqu'il y a des colloques. Donc, en tant que chargé de cours, on a toujours j'ai toujours un certain malaise à dire, bien, je vais m'absenter pendant une semaine parce qu'il y a un colloque. Donc, est-ce que je remplacerai par une activité synchrone ou est-ce que je m'arrangerai avec un Zoom? Je pense à l'espace mathématique francophone qui a lieu vraiment pendant l'année. Là, on est en juin, donc ça va quand même relativement bien. Mais c'est pas nécessairement à oublier.
Ensuite, la caméra document. Donc là, ce n'est pas celle que j'utilise à la maison. Mon installation est un petit peu plus, je vous dirais, archaïque. Mais bon, avec un vieux téléphone, j'ai organisé une caméra document. Donc, je pouvais faire des démonstrations, soit en écrivant directement sur du papier. Donc, les étudiants pouvaient me voir. C'était plus facile que d'essayer de me tourner et puis de me cadrer avec l'écran. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant si vous ne connaissez pas. Et j'ai fait aussi beaucoup des activités, ou un petit peu plus des activités en équipe, comme un atelier d'évaluation. Donc, demander à mes étudiants de présenter quelque chose. Et ils déposaient via l'outil atelier d'évaluation sur Moodle. Et il y avait une auto-évaluation par les pairs. Donc, ça a pu se faire et c'est très intéressant puisqu'il y a une certaine interaction qui se fait avec les étudiants, bien qu'on soit à distance. Je leur ai fait également choisir des groupes pour organiser des discussions, former. Presque finalement. Donc, je poursuis avec les tutoriels. Donc, un élément numérique que j'ai demandé, par exemple, c'est dans un travail, de présenter une ressource qu'ils utilisaient, qu'on pourrait utiliser pour l'enseignement. Mais là, ça fait beaucoup de ressources à partager, de convertir. Donc, j'ai utilisé en fait des tutoriels qu'on trouve facilement, mais pour éviter des questions techniques telles que comment est-ce qu'on transfère un document Word en PDF ou comment est-ce qu'on importe une vidéo sur YouTube pour pouvoir envoyer une vidéo comme travail. Les plateformes, les environnements numériques de nos universités ont une certaine limite en termes d'espace. Donc là, c'était difficile, envoyer par courriel. Puis à la première session, je n'avais pas prévu de tutoriel pour déposer sur YouTube, mais j'ai reçu des partages Dropbox, OneDrive, WeTransfer et autres machins. Puis là, j'en perdais un petit peu le fil. Donc, j'ai ajouté quelques tutoriels, du moins pour les besoins de la cause. Même certaines personnes m'ont demandé comment enregistrer, par exemple, un PowerPoint narré. Finalement, j'ai utilisé les outils devoir et test. Donc, devoir pour déposer un travail de session, par exemple, et test pour faire une évaluation comme un examen intra ou un examen final, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Finalement, j'ai utilisé le courriel, donc oui, un élément numérique pour répondre à des questions qui étaient individuelles qui venaient, mais également pour envoyer un message à toutes les semaines, de se rappeler qu'on se voit cette semaine, qu'est-ce qu'on a à faire, etc. Donc, 10 éléments numériques un petit peu différents. Et là, j'ai décidé de regarder ces éléments numériques-là avec la théorie de la distance transactionnelle de Moore. Donc, la première chose, c'est quelle était la structure du cours que j'avais. C'était un cours qu'on pourrait qualifier quand même de passablement structuré. L'environnement numérique d'apprentissage était quand même fixe. Il y avait beaucoup de ressources asynchrones à trouver, donc les étudiants devaient comme suivre le parcours et être prêts pour la séance synchrone. C'est sûr que le cours pourrait être un petit peu plus souple. C'est quelque chose qui peut être envisagé, mais c'est sûr que quand tu as 60 étudiants, à un moment donné, on devient un petit peu plus rigide dans la forme que l'on choisit. Il te reste 2 minutes. Parfait. Donc, ensuite, j'ai regardé le dialogue. Donc, est-ce que je parlais beaucoup ou pas beaucoup avec mes étudiants de façon synchrone ou asynchrone? Donc, toutes les modalités synchrones que j'avais. Donc, à toutes les semaines, un Zoom de 60 à 90 minutes. Une certaine présence cognitive là, qui était faite vu que les étudiants pouvaient interagir entre eux autres, une certaine présence affective, s'il y avait de la difficulté par des tutorats où je restais un petit peu plus longtemps. Une présence pédagogique aussi, parce que j'étais... donc, il y avait les tutoriels au niveau de l'accompagnement. Ça m'amène à dire que la distance transactionnelle de mes étudiants, avec mes étudiants, elle était quand même pas très grande. Et c'est ça qui est important. Donc, les étudiants, en fait, ont mis dans les commentaires de fin de session qu'ils se sentaient très près de moi tout en étant en distance. Puis là, je fais une nuance là, entre être proche, donc avoir l'impression d'avoir d'une relation, de pouvoir interagir d'un point de vue naturellement professionnel, mais pas en étant leurs amis. Là. Donc, ça, c'est bien entendu. Et ce que je me suis remarqué, c'est que plus la distance transactionnelle est faible, plus ça leur prend un niveau d'autonomie. Donc, mes étudiants sont beaucoup plus autonomes qu'ils l'étaient par le passé. Alors, quels éléments numériques je vais conserver? Sûrement tous. Je ne vois pas l'intérêt d'abandonner certains éléments numériques vu que j'ai un cours qui est rendu maintenant structuré, qui pourrait être plus souple, mais qui était beaucoup plus structuré qu'avant. J'ai beaucoup de dialogue avec mes étudiants et sans m'épuiser.
hein. Donc, c'est ça qui est intéressant avec les forums où il y a des choses qui se font toutes seules par elles-mêmes. J'ai une faible distance transactionnelle, donc mes étudiants, c'est ça, manifestent le fait qu'ils soient un petit peu plus près de moi. Mes étudiants ont plus d'autonomie, puis je trouve que c'est le fun. Il y a certains plaisirs à ce qu'ils soient un peu moins dépendants de moi, de ma présence, de la prestation du 60 ou du 90 minutes là, que je devais faire. Et puis, j'ose même aller au-delà de la question que je m'étais posée. Si je regarde tout, est-ce que je pourrais même en ajouter? Donc, je pourrais ajouter des ressources asynchrones, par exemple. Je pense à des balados, des wikis ou des glossaires. Je pourrais ajouter des modalités synchrones comme des documents collaboratifs ou même les télévoteurs, vu que là, le sondage ne pourra plus se faire en présentiel. Donc, j'en viens pour l'instant à la conclusion que je vais essayer d'en conserver beaucoup et même peut-être d'en ajouter. Une des pistes de réflexion qui pourrait aussi faire amorcer la discussion, c'est l'évaluation dans tout ça. Pour l'instant, mes évaluations sont les mêmes qu'en présentiel. Un travail de session qui est déposé en ligne, une évaluation synchrone en ligne. J'ai fait ça à l'automne, j'ai vécu les pannes de serveurs, donc là, je suis passée aux évaluations synchrones, mais je pense qu'il y aurait une possibilité de faire évoluer vers le numérique, peut-être sous forme d'évaluation, peut-être sous forme d'évaluation authentique. Donc ça, c'est les pistes sur lesquelles je suis présentement rendue. Donc, et oui, et je suis rendue aux références.